Merci beaucoup de m'accueillir et de m'avoir invité à participer à ce colloque. Alors, comme Valérie Thomas l'a expliqué, j'ai travaillé sur ce sujet pour mon mémoire de master. C'était une étude monographique complète de la maison, du projet architectural jusqu'à les installations techniques de la maison, en englobant tout ce qu'il y avait dedans, donc le mobilier, la décoration d'intérieur. J'ai traité ce sujet comme une œuvre d'art totale. Et donc le musée de l'école de Nancy avait des collections données par les descendants de cette famille, dont je vais parler juste après, et du mobilier qui avait été récupéré avant sa destruction en 1968. Donc pour vous parler un peu plus, pour vous présenter cette maison, elle a été construite à partir de 1905 et détruite pour être remplacée par un projet immobilier d'une soixantaine de logements à la fin des années 60. Donc une petite barre d'immeubles, malheureusement. Et donc cette maison a été construite par Joseph Hornecker, qui a été formé aux Beaux-Arts de Paris et qui est connu surtout à Nancy pour avoir construit l'Opéra, qui n'est pas Art Nouveau, et par Henri Guton, qui était un ingénieur polytechnicien, qui n'avait pas de formation d'architecte, mais qui est connu pour quelques réalisations Art Nouveau à Nancy, et qui a été membre aussi de l'école de Nancy, donc qui était intéressé par ces mêmes questions, même s'il n'était pas architecte. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans cette maison, c'est que la décoration d'intérieur a été faite par l'entreprise Majorelle, qu'il y avait deux vitraux de Jacques Gruber, donc un maître verrier très connu de Nancy, et des ferronneries d'Edgar Brandt, qui a été plus connu pour ses réalisations de ferronnerie art déco, mais qui avait été peu étudié pour ses réalisations art nouveau qu'il avait été amené à faire à Nancy. Donc ça, c'est ce que j'ai aussi abordé dans mon sujet de mémoire. Donc voici les commanditaires de la maison. Donc un industriel de Nancy, propriétaire de tannerie, qui faisait partie de la haute bourgeoisie industrielle de Nancy, qui a été vraiment la classe commanditaire de l'Art Nouveau à Nancy. C'était, bien que ce fût un industriel de province, il était ouvert sur les tendances artistiques contemporaines. Il avait voyagé, jeune homme, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, où il avait vu les arts and crafts, il avait vu aussi les avancées technologiques aux États-Unis. Et donc il avait voulu apporter un peu de ça dans sa maison. Et il était aussi abonné à des revues artistiques étrangères comme The Studio, la revue britannique. Donc il était ouvert sur ce qui se faisait de manière contemporaine en art. Il était marié à la fille d'un des deux architectes. Donc ce projet a mis du temps parce qu'il y a eu beaucoup de concertation entre les différentes parties pour avoir la maison portrait idéale, la maison qui correspondrait exactement aux besoins et aux souhaits de cette famille. Donc c'était une maison familiale parce qu'ils avaient 5 enfants. Et la maison était vraiment tournée aussi sur la vie familiale, bien qu'il y ait des 4 pièces de réception, 4-5 pièces de réception. Il y avait aussi beaucoup d'espace imaginé plutôt pour la famille. Alors, donc, dans mon travail, j'ai étudié le mode de vie pour comprendre en quoi répondait cette maison à leurs besoins. Et c'était un grand hôtel particulier
de plus de 600 mètres carrés, avec en plus des dépendances, une loge de concierge, un garage, un vaste jardin, une grande domesticité. Donc c'était vraiment la grande bourgeoisie. Niveau technique aussi, ce que j'ai étudié, c'est qu'il y avait par exemple l'électricité dans toutes les pièces. Ça c'est peut-être assez commun pour l'époque. Mais il y avait aussi un système d'interphone avec 12 postes téléphoniques dans toute la maison qui permettait de communiquer avec les domestiques ou entre les différentes pièces. Et niveau luxe aussi, il y avait pour l'époque déjà une automobile, ce qui était vraiment le luxe en 1909. Une salle d'escrime au sous-sol, un cours de tennis privé au bout de la rue, un cabinet de photographie. Donc cette maison alliait vraiment le luxe et la modernité. Alors, cette maison, donc, elle a été détruite en 1968. Donc, comment la montrer, comment la rendre accessible de manière concrète, c'est ce qui m'a intéressée aussi. Donc, dans mon travail, pour pallier à l'absence de l'objet d'étude qui est compliqué en architecture, j'ai cherché toutes les traces qui ont subsisté, donc graphiques, mais aussi les objets. Donc les objets conservés par le musée de l'école de Nancy. Il y avait un inventaire qui avait été fait en 68, donc ça m'a bien aidé. Et puis sinon, les archives d'un des architectes, Hornecker, dans lequel il y avait des croquis, des esquisses, des notes manuscrites d'échanges entre les architectes et commanditaires. Donc ça on voyait bien l'intense échange pour que tout corresponde à leurs souhaits. Et donc en 2015, les descendants ont donné un fonds assez important de plans, coupe, élévation, des dessins, des devis et factures de Majorelle. Donc ça, ce qui était très intéressant parce que l'entreprise Majorelle, ces archives privées de l'entreprise ont été détruites, je crois, en 1914 ou au début du siècle en tout cas. Et j'ai aussi retrouvé des descendants qui avaient vécu en étant enfants dans la maison. Donc ça, c'était très utile pour avoir des indications sur l'espace, la spatialité, parce que voilà, c'est difficile. C'est facile de voir un plan, mais c'est difficile aussi de voir, de s'imaginer forcément a priori un espace. Donc, en recoupant toutes ces informations, ça a donné mon mémoire, qui est assez complet, je pense. Et donc avec ce travail, on peut, par exemple, faire des expositions ou faire des tentatives de modélisation, ce que j'avais fait pour l'espace architectural, mais ce qui est difficile pour la décoration intérieure. Alors, je vous montre enfin à quoi ressemblait cette maison, qui avait donc une allure de petit château, pas forcément excessivement art nouveau, si ce n'est autour des ouvertures, les encadrements de fenêtres, de portes, les ferronneries. Toutes les ferronneries étaient art nouveau. Donc c'était un... Donc ça se limitait un petit peu quand même aux ouvertures. Et ce que je peux vous dire aussi d'intéressant, c'est que la maison était construite en pierre de ville. Ce que j'ai appris était un des matériaux utilisés aussi par Victor Horta pour certaines de ses constructions. Alors, pour passer enfin à la décoration, elle est partiellement connue et peut-être moins bien que l'architecture. De l'époque, il y a seulement 2 photographies d'intérieur, ce qui a compliqué un peu ma tâche. Dans les devis et factures pour Majorelle ou de Majorelle, il y a des descriptions de ce qui est acheté ou demandé, donc ça c'était utile.
les éléments qui ont subsisté, qui sont conservés par le musée de l'école de Nancy, et les éléments qui ont été inventoriés en 68, qui ont été retrouvés au moment de la destruction de la maison. Donc, par exemple, un échantillon de tissu d'ameublement de Charles Voysey. Donc ça permet de... Donc un designer, architecte anglais, enfin britannique en tout cas, ça permet de voir déjà l'ouverture du commanditaire sur l'Europe, sur ce qui se faisait au-delà de Nancy. Et donc, toute la maison n'était pas Art Nouveau, toute la décoration n'était pas Art Nouveau, ça se concentrait surtout sur les pièces de réception. Donc, le grand hall, la salle à manger, non pas la salle à manger, le cabinet de travail, le petit salon, et à l'étage, la chambre du couple et le cabinet de toilette. Donc, cette décoration Art Nouveau était associée, en fait, à des pièces comme la salle à manger et le grand salon qui étaient en fait décorées dans un style Louis XV que produisait l'entreprise Majorelle. L'entreprise Majorelle produisait des copies de style, toujours. C'était une bonne partie de leur activité. Et donc, ce qui était courant à Nancy, mais donc les deux étaient présents. Donc, par exemple, 2 éléments qui sont au musée de l'école de Nancy et que, après avoir observé des photographies anciennes, je me suis rendu compte étaient dans le musée intégré à la muséographie, intégré au musée certainement dans les années 60, donc qui ont été récupérés sur la maison, donc un garde-corps de balcon, une cheminée du petit salon, et qui n'était plus vraiment identifié comme étant de cette maison-là. Donc d'abord, j'ai étudié ces photos anciennes qui ont été prises par le service régional d'inventaire au moment de la destruction. Ensuite, j'ai essayé de retrouver des éléments dans les réserves, dans le musée. Donc, par exemple, des éléments qui sont conservés au musée. On voit une unité décorative autour de la pomme de pin. Donc représentée d'une manière assez naturaliste, comme ce qui caractérise l'Art Nouveau à Nancy. Et donc a été conservé aussi l'escalier de la maison, qui était prévu selon les documents des années 60 pour être installé dans le musée aussi. Donc, la seule pièce photographiée vers 1908-9, c'est ce coin du feu, donc, qui est un petit salon intégré autour d'une cheminée, avec un vitrail de Jacques Gruber en cloison, des boiseries, et tout a été conçu de manière unie, de manière totale, par l'entreprise Majorelle, avec donc quelques éléments, quelques interventions d'autres artisans, comme le vitrail déjà. Et voilà. Et donc c'est un espace qui se trouvait dans le hall d'entrée. Donc c'est un espace d'accueil, mais c'est un espace aussi intimiste qui était occupé par la famille, par les témoignages des descendants et même des enfants. J'ai pu apprendre qu'il y a des cours qui étaient donnés dans cet espace, où il y a Enfin, c'était un espace qui était vraiment le petit salon de la famille et des enfants, alors que les grandes pièces de réception étaient peut-être plus réservées à la vie mondaine. Alors, ce projet
ce projet, on le retrouve dans les dessins qui sont conservés au musée de l'école de Nancy. Donc c'est décrit dans un devis comme une grande cheminée avec des divans d'angle, des boiseries formant étagère, l'intérieur de la cheminée en grès et briques émaillées, une plaque de fonte sur modèle spécial à l'intérieur, grande boiserie avec tablette étagère, décoration des pilastres jusqu'au plafond. Donc c'était la pièce dans son intégralité dans le hall qui était conçue par Majorelle. Donc une soixantaine de mètres carrés quand même, conçue par l'entreprise. Et donc, à partir d'une simple photo, parce qu'on n'a pas beaucoup de documentation, on peut déjà retrouver et remettre dans l'espace plusieurs objets qui sont conservés par le musée de l'école de Nancy. Donc, par exemple, des plafonniers par le ferronnier Edgar Brandt, le vitrail de Jacques Gruber, les petits divans qui sont dans les réserves, la plaque de cheminée qui est à motif de salamandre et flamme, les deux chenets à motif de pommes de pin et un petit lapin en céramique qui est sur la cheminée d'Émile Gallet, qui était un porte-bouquet. Et donc, face à ce coin du feu qui n'existait plus à ce moment-là, qui n'était plus en place, il y avait un escalier donc aussi conçu par l'entreprise Majorelle. Et en face de ce coin du feu, on pouvait voir un autre vitrail de Jacques Gruber. Donc c'était aussi un espace qui se prolongeait vers l'étage et qui était, les murs étaient décorés de la même manière en haut de l'escalier, mais seulement dans la partie qui était visible. Donc c'était vraiment, on ne peut pas dire que c'était seulement de l'Art Nouveau superficiel, parce que le couple avait l'air d'aimer l'Art Nouveau et l'avait dans leur chambre à coucher, mais c'était là vraiment prévu pour le visiteur et pour ce qui se voyait de l'espace semi-public de la maison. Alors, donc pour remettre en contexte auprès du public ces objets, ça a été le cas au cours d'une exposition au musée des Beaux-Arts de Nancy, organisée par le musée de l'école de Nancy, donc qui avait remis spatialement en contexte quelques objets de ce coin du feu. Donc moi j'avais fait des tentatives de modélisation 3D, mais c'est compliqué pour la décoration parce que c'est tellement lacunaire que c'est difficile de le représenter visuellement. C'est facile de l'écrire ou de retrouver des mentions de couleurs ou de matière, mais si on n'a pas d'image, c'est compliqué. Et donc, mais la modélisation est quand même très importante pour voir l'objet, voir l'architecture, s'en rendre compte, même si on doit laisser les murs et les sols nus pour montrer l'espace. Alors, ce que j'avais peut-être oublié de vous dire. Alors, c'est que dans ce coin du feu, donc, on a quand même quelques idées de couleurs. Donc, par exemple, on sait que les murs étaient tendus de tissu et il y avait des feuillages au pochoir. Je ne sais plus quelle espèce c'était, mais et tout était dans des teintes beige, café et un bois assez chaud. Donc, pour cette pièce, en tout cas, on a une idée assez précise de ce à quoi ça ressemblait. Mais pour le reste de la maison, on a juste quelques informations à chaque fois. On sait où se trouvaient certains meubles, certains objets, mais sans avoir une vision globale. Donc, pour terminer, là, je vous ai mis un article qui est paru en 68
Donc vous voyez par quoi ça a été remplacé. Donc bon, c'est un peu dommage. Hein. Donc la maison a été habitée jusqu'en 64, en fait jusqu'au décès de Madame Luc. Donc elle a quand même été habitée par la même famille assez longtemps, qui l'a préservée dans un état, dans un bon état, et qui a au moins permis de conserver les éléments. Les a donnés au musée de l'école de Nancy. Bon, on a vendu certains. Donc heureusement, nous avons pas mal de traces de cette maison. Mais voilà, elle a été remplacée par ça. Et dans cet article est écrit que cette maison est un témoin d'un temps irrémédiablement révolu et que il est temps de passer à un habitat de grand standing, un standing moderne. Bon, ce qui est assez ironique parce qu'à son époque, la maison Luc était vraiment très moderne au niveau de l'hygiène, de l'électricité, de l'éclairage. Enfin, c'était vraiment la pointe de la technologie.